Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale. On va retrouver Rohan qui était venu sur la chaîne il y a à peu près 2 ans pour nous présenter sa stratégie en options. Maintenant ça fait plus de 3 ans qu'il trade les options, 2 ans qu'il avait lancé sa formation justement sur le sujet. Donc là l'idée c'est de faire une vidéo un peu explicative, tutoriel pour débutants, pour pouvoir apprendre à comprendre surtout les options, voir comment est-ce qu'on va pouvoir le trader. Ce qui va être hyper intéressant avec Rohan aujourd'hui, c'est que là il va pouvoir nous montrer son interface Interactive Broker. On va voir donc dans une première partie un support PowerPoint où il va nous montrer justement la partie théorique et on va voir une partie pratique sur son compte avec son compte réel tout simplement. Donc on va voir un trade qu'il a pu faire. Donc je suis ravi de t'accueillir sur la chaîne une nouvelle fois, Juan. Écoute, Merci j'espère que beaucoup. tu vas bien. Et puis Écoute, écoute, très bien, merci. si tu es prêt, on peut démarrer tout de suite en rentrant dans le vif du sujet avec ta petite présentation sur comment, ce qu'est une option, comment ça fonctionne, quels sont les risques associés à ce type de placement et quelle est toi ta stratégie que tu as envie de mettre en OK. place. Parce que dans les options, si j'ai bien compris, tu as vraiment pléthore de choses à faire et toi tu as choisi une stratégie assez particulière. Donc on est ravis de découvrir ça. Et puis entre-temps, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez poser vos questions à Rohan en commentaire ici. Je pense qu'il répondra de manière ponctuelle quand il reviendra sur la vidéo. Sinon, j'essaierai de répondre à ces questions. Et si vous avez vraiment envie de creuser le sujet, il a fait, je crois, une sorte d'e-book ou quelque chose comme ça que vous pourrez télécharger avec le premier lien en description ou sinon découvrir sa formation si vous souhaitez aller plus loin. Mais déjà, rien qu'avec la vidéo, la débutante, ce sera une très bonne introduction sur le fonctionnement des options et même le concept même de ce qu'est les options et pourquoi est-ce qu'on pourrait le coupler avec sa stratégie en bourse classique, on va dire. C'est ça, ouais. Comme tu l'as dit, je vais commencer par une présentation des options. Qu'est-ce que sont les options? Puis montrer quelle est ma stratégie. Parce que comme tu l'as dit, hein, dans les options, il y a une multitude de stratégies différentes. Mais moi, je me concentre uniquement sur la vente d'options avec une stratégie vraiment particulière. Donc, c'est ça que je vais montrer. Premièrement, la partie théorique. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir des exemples concrets. Comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent, générer des revenus grâce aux options? Donc, je vais montrer des exemples et puis aller directement sur mon compte Interactive Broker pour montrer à quoi ressemblent mes lignes, montrer la chaîne d'options, comment je trouve plutôt je choisis mes dates d'expiration, mes prix d'exercice. Et voilà, et puis je peux montrer mes performances en 2023, 2024. Comme ça, ça parlera plus aux gens. Excellent. Ils verront Comme du ça, moi, je concret. pourrais aussi poser des petites questions un petit peu en mode débutant, Ça comme va. ça, peut-être que les gens qui vont suivre, voilà, ils vont pouvoir voir un peu le concept au fur et à mesure. Écoute, on peut passer directement Nickel. sur Ça ton marche. présentation, si tu veux. Je vais te partager un petit PowerPoint que j'ai fait ici. Donc, c'est vraiment pour présenter ce que sont les options et puis ensuite présenter la stratégie. Donc, Ok. les options, on va retrouver deux types d'options. Tout d'abord, encore plus simple, on va commencer comme ça. Quand on est investisseur en bourse, tu le sais bien, on achète des actions, des ETF, puis on peut également acheter des obligations. Et à côté de ça, il existe tout plein de produits dérivés, comme des warrants, des contrats futurs et des options. Moi, je me focalise évidemment sur les options. C'est ce que je préfère. Et dans les options, on va retrouver deux types. D'un côté, les calls et de l'autre côté, les puts. Donc ça, c'est la terminologie anglaise. Hein. Un call, c'est une option d'achat. Un put, c'est une option de vente. Et ces deux contrats peuvent être soit achetés, soit vendus. Donc en fait, on peut acheter, vendre un call, acheter, vendre un put. Maintenant qu'on sait ça, bien, pourquoi est-ce qu'on achèterait un call plutôt que vendre un put ou acheter un put plutôt que vendre un call? Ça va dépendre complètement de la stratégie de l'investisseur. Donc, imagine, toi, Axel, tu veux acheter un call. Pourquoi est-ce que tu veux acheter un call? Eh bien, c'est quand tu as un sentiment bullish sur une action. En fait, le fait d'acheter un call va te permettre de miser sur une hausse de l'action. Par exemple, tu penses que PayPal est sous-évalué, mais tu ne veux pas acheter d'actions PayPal, eh bien, tu vas pouvoir profiter de la hausse future de PayPal sans détenir les actions, tout ça via ton contrat d'achat de call. Donc, acheter un call, c'est vraiment quand on a un sentiment bullish sur l'action en question, le sous-jacent. Alors, je dis l'action, mais on peut également trader les options sur des ETF, par exemple. Et très important, je l'ai indiqué ici à l'écran, lorsqu'on va acheter un call, on va payer une prime. Cette notion de prime est très importante parce que c'est vraiment ça qui fait ma performance en bourse. C'est grâce aux primes que je reçois. Quand on achète une option, on paye une prime. Quand on vend une option, on reçoit la prime. Et moi, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est recevoir des primes. Donc, si tu as un sentiment bullish sur une action en particulier, plutôt que d'acheter des actions au marché et attendre que le cours grimpe, tu peux acheter un call. Donc, en fait, tu peux, si tu veux, profiter de la hausse sans détenir le sous-jacent. Maintenant, tu peux faire le contraire. Imagine que tu te dis, OK, PayPal est surévalué. Pour moi, PayPal va se crasher.
eh ben, tu peux acheter un put. En fait, acheter un put, c'est tout simplement shorter l'action. Ça va te permettre de miser sur la baisse de PayPal. Encore une fois, tu payes une prime parce que tu es un acheteur d'options, un acheteur de put. Et ça, c'est vraiment si tu as un sentiment, comme je l'ai dit, bearish. Donc, tu penses vraiment que l'action va baisser. Tu peux également acheter un put, attention, pas juste pour miser sur la baisse, mais pour te protéger. Donc là, c'est cette notion de protection. Imagine que tu possèdes des actions en portefeuille, mais tu as peur que le cours chute. Bah, tu peux acheter un put qui va te protéger si jamais le cours chute en effet. Ça, c'est pour les achats d'options. Encore une fois, on paye une prime. Et moi, ce que je fais, c'est que je suis de l'autre côté, je suis vendeur d'options. Je reçois les primes. Donc, je vais vendre par exemple un call. Et ça me permet d'utiliser les actions que je détiens en portefeuille pour générer de revenus. Tu es un investisseur lambda, tu détiens par exemple des actions PayPal, des actions Google, des actions Tesla en portefeuille. Bah, tu ne traites pas les options, donc tu n'as rien à faire. Tu patientes tranquillement sur le long terme que le cours des actions grimpe. Si tu es un vendeur d'options et ici un vendeur de call, tu peux utiliser ces actions pour générer de revenus récurrents. Donc, si tu vends un call, c'est que tu as un sentiment plutôt bearish ou neutre sur le sous-jacent. Tu penses que ça va stagner ou légèrement baisser, mais en tout cas, ça ne va pas grimper. Et comme je l'ai dit, tu vends un call, donc tu reçois une prime. Tu la reçois de qui? De l'acheteur du call qui est de l'autre côté. Donc ça, c'est si tu as des actions en portefeuille. Maintenant, si tu as du cash en portefeuille, tu peux également générer des revenus. Tu peux utiliser ton cash. Donc, toi, par exemple, Axel, si tu ne traites pas les options, ton cash, il est là sur ton compte, il dort, il te rapporte peut-être 2-3% d'intérêt annuel, mais c'est tout. Avec les options, tu peux utiliser ce cash pour être payé pour te positionner sur des actions. Et je vais montrer comment dans un instant avec des exemples concrets. Donc, si tu vends un put, c'est que tu as un sentiment plutôt bullish, tu penses que l'action va un petit peu grimper ou neutre. En tout cas, tu ne penses pas que l'action va baisser. Et comme tu es un vendeur d'options, vendeur de put, tu vas recevoir une prime. Je ne sais pas si c'est clair jusque-là. Ouais, en fait, vraiment... si je prends un exemple, par exemple, sur le dernier élément que tu as précisé, donc admettons, j'ai de l'argent sur mon compte, j'ai 50 000 € que j'ai déposé. En fait, le fait de vendre une option, je reçois une prime en me disant, enfin, en fait, le principe du contrat, c'est à partir d'un certain élément, en fait, je vais être obligé de acheter ou de vendre des actions. En fait, juste sur la partie théorique d'une option, en fait, concrètement, c'est quoi une option? C'est quelqu'un qui doit être obligé ou non d'avoir cette option, d'exercer cette option, d'acheter ou de vendre des actions. C'est à peu près ça? C'est ça. C'est ça. Quand tu achètes une option, tu as la possibilité d'exercer l'option à expiration ou avant. Quand tu vends une option, tu as l'obligation d'acheter ou vendre tes actions. Okay. Le plus simple, c'est de montrer avec un exemple concret. Mais tu as raison, c'est cette notion-là. Ok, donc ouais, c'est vraiment un contrat que tu passes entre donc Un d'un acheteur côté, tu as un et un vendeur vendeur. ouais, c'est ça. Et ce contrat-là, juste pour que les gens comprennent un peu, en fait, d'où est-ce qu'il vient? Est-ce que c'est le courtier qui le propose? Est-ce que c'est la personne qui vend le contrat qui peut créer son propre contrat lui-même? Est-ce que c'est sur une bourse spécifique? En fait, d'où vient ce contrat Alors, tous ces contrats, ils sont émis et gérés par le CBOE, qui est le Chicago Board of Exchange. C'est la place boursière aux États-Unis qui gère tous ces contrats d'options. Ok, donc c'est elle qui les produit. Ça veut dire que, en fait, c'est elle qui va dire, va y avoir ça sur tel titre, etc., qui va les rendre disponibles sur plusieurs, plusieurs exchanges, donc comme Interactive Broker, etc. Donc on va retrouver les mêmes contrats à la fois chez Interactive Broker, mais chez d'autres courtiers. Ouais, c'est ça, oui. Ok. C'est ça, c'est la même chose, ouais. C'est les mêmes contrats. Donc je montrerai la chaîne d'options après. On peut vraiment choisir la date d'expiration que l'on souhaite, le prix d'exercice également pour notre contrat, etc. Okay. Et je donnerai quelques informations supplémentaires. C'est-à-dire que le CBOE va faire une quantité X de contrats et on peut pas, enfin c'est pas généré à l'infini, c'est pas. C'est en fonction de l'offre et de la demande. Ok. Je pourrais te montrer un exemple où, par exemple, sur une vente de put, enfin un certain contrat de put, par exemple, très très loin du prix actuel, il n'y a aucune demande. Donc c'est compliqué d'arriver à vendre ce put, ou bien ça peut mettre des heures à ce que l'ordre passe. Et à l'opposé, on va avoir des contrats où il y a énormément de demandes. On le verra après sur la chaîne d'options. Ouais. Ça dépend vraiment du sous-jacent et de plein de paramètres différents. Donc le mieux, c'est que je montre un exemple, mais juste pour m'assurer que tout le monde ait compris. Ma stratégie, c'est uniquement la vente d'options. Je n'achète pas d'options,
ou très très rarement, parce que quand on achète, on paye une prime et ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est recevoir une prime, être payé pour trader les options. Donc, ce que je fais, c'est de la vente de cash secure put et de la vente de covered call. Ici, c'est important d'expliquer pourquoi cash secure put, donc du put sécurisé par du cash. C'est parce que je recommande de trader en compte cash et d'avoir le cash sur son compte afin de vendre ce put. Parce que si vous n'avez pas le cash, ça veut dire que vous faites de la vente de put nu. Et là, c'est très très risqué si le trade part contre vous. Donc, je ne recommande absolument pas de faire ça. Et pareil de l'autre côté avec la vente de covered call, donc des calls couverts. Couverts par quoi? Bien, par les actions qu'on détient en portefeuille. Et c'est important de détenir les actions en portefeuille pour vendre un call, parce que si vous faites de la vente de call nu, encore une fois, ça peut être très risqué si le trade part contre vous. Donc c'est pour ça que je recommande, surtout quand on débute en option, d'avoir soit le cash disponible pour vendre des cash secure put, soit d'avoir des actions en portefeuille pour la vente de covered call. Ok. Donc là, si on prend un exemple sur le premier, le cash et court put, admettons, on a que 5 000 € sur son compte et qu'on décide de le faire sur un compte de marge. Si on du coup trade une option en secured put, mais qui du coup est en marge, donc je sais pas comment on appelle ça, en margin secured put, je sais pas. Tu veux dire si tu veux vendre un put, mais tu n'as pas cette cash dans ton compte pour acheter si jamais tu as signé? C'est un naked put. Un naked put, un put nu. Donc, tu n'as pas cette cash pour couvrir l'achat d'actions. Parce que regarde ce que j'ai indiqué ici. Ok, c'est ça. Et donc, si on est obligé d'acheter ces actions, en fait, on va devoir emprunter de l'argent auprès de notre courtier pour pouvoir acheter l'action parce qu'on est obligé de le faire. Et donc, ça nous met en danger alors qu'il vaut mieux avoir cet argent. On achète les actions. Et je pense que toi, Juan, c'est un peu ta stratégie. Tu vas acheter des actions qui, de toute façon, tu aurais voulu avoir en portefeuille, in fine. Exactement. Exactement. Parce que j'ai vraiment une stratégie où j'analyse, je trie les actions, je regarde celles qui sont le plus sous-évaluées, etc. Celles qui m'intéressent vraiment. Hors de question de trader les actions sur des trucs super spéculatifs. Voilà, c'est vraiment le mindset d'un investisseur long terme, mais auquel on ajoute une stratégie d'option pour aller chercher du rendement supplémentaire. Ok. En gros, en simple, ta stratégie, c'est j'ai de l'argent sur mon compte, plutôt que d'acheter des actions à un prix qui est actuel, eh ben, je vais garder cet argent, je vais recevoir des primes et je vais définir un prix, comment dire, au-dessus, Pour le put en dessous, auquel je suis prêt à payer mes actions. Donc ça veut dire que si par exemple une action, je sais pas, l'action Apple, elle m'intéresse vraiment, mais je la trouve un peu trop chère, je vais la mettre un petit peu, je vais mettre un prix un peu en dessous. Pendant ce temps-là, je touche des primes. Si le prix descend en dessous, alors je me fais entre guillemets assigner, et donc là, je vais devoir être obligé d'acheter ces actions Apple. Mais de toute façon, ça me dérange pas parce que je voulais avoir. Tu voulais les acheter quoi qu'il arrive. Exactement, voilà. C'est ça. Et je reçois ma prime. Et de l'autre côté, tu complètes cette stratégie en te disant, j'ai des actions Apple en portefeuille. Là aujourd'hui, je les trouve bien, elles sont bien dans mon portefeuille, mais il y a un prix auquel je les considérerais comme trop cher, et donc je voudrais plus les avoir en portefeuille si elles atteignent ce prix-là. Et donc pendant ce temps-là qu'elles sont pas encore assez chères, alors je continue de toucher des primes, et quand elles dépassent un certain prix, alors je vais être obligé de les vendre à ce moment-là. Si je devais résumer un peu la stratégie, c'est à peu près ça. Voilà. Et contrairement à un investisseur, on va dire lambda, qui ne traite pas des options, eh bien à chaque fois, donc à chaque vente, cash secure put et covered call, on va toucher des primes, et donc augmenter la performance du portefeuille. Okay. Tu avais posé une question sur la marge, justement, oui, parce que c'est important de comprendre que si tu n'as pas assez de cash pour vendre un put et que tu es sur un compte cash, un compte comptant, tu n'as pas activé la marge, ton courtier ne te laissera pas le faire. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et voilà, comme tu l'as dit, c'est le risque, et ça, il faut être vraiment conscient du risque possible avec la marge. C'est que si tu n'as pas assez de cash, eh bien, ton courtier va te laisser vendre le put, mais va te prêter l'argent si jamais tu as signé. Donc, tu as, après un certain laps de temps dans lequel tu vas devoir mettre du cash sur ton compte ou revendre d'autres positions. Parce que si jamais tu ne maintiens pas ce qu'on appelle la marge de maintien de ton compte ne respecte pas les conditions de ton courtier, le courtier peut commencer à vendre tes positions pour te couvrir. Donc, et pendant ce temps-là, la marge, des intérêts en plus, donc c'est et tu payes des intérêts sur ta balance négative. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un très bel outil, la marge, mais je ne la recommande pas aux débutants. Donc voilà, il faut vraiment mettre en avant le fait qu'il y a des risques. Tu recommanderais de démarrer avec les options avec quel budget? Comme ça permet de filtrer un peu les gens qui se disent, OK, moi j'ai que 100 €, est-ce que je peux tester les options ou pas du tout? Comme je l'indique ici à l'écran, un contrat d'option permet de contrôler 100 actions. Donc c'est aussi pour ça qu'on dit que les options permettent cet effet de levier. Parce que toi, par exemple, pour reprendre l'exemple PayPal, tu penses que PayPal va grimper. Plutôt que d'acheter des actions, tu peux contrôler un contrat d'option, par exemple. Mais un contrat d'option égale 100 actions. Donc,
Imaginons, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait la semaine passée, j'ai vendu un put sur Google à 150 $. Si jamais Google chute en dessous de 150 $ et que je dois acheter les actions Google à 150 $, ce n'est pas une action, c'est 150 fois 100, donc pour 15 000 $ d'actions Google. Donc, si vous n'avez que 100 € à investir ou même 1000 € à investir, les options ne sont pas faites pour vous. Vous pouvez vous former aux options, mais ça va être compliqué de trader les options avec un petit capital. Donc, je recommande minimum 10 000 €. Et après, au plus vous avez, au mieux c'est. Ok. Et même avec 10 Donc 000 effectivement, €, ça on peut dépend du déjà pas prix de vendre l'action un elle-même, put quoi. sur un. Une Tout à action fait, qui ouais. vaudrait 500 € l'action, bah, si on se fait assigner, ça peut vite faire très mal, parce que 500 fois Ouais, 100, 500, bah, il faut... 50 000 €. Tout à Ouais, fait. Ouais. ok. Ouais, donc maintenant, si vous avez 10 000 €, on peut commencer à trader les options, à titiller un petit peu les options avec des actions. Je pense par exemple à Pfizer ou qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Gap que j'avais trouvé intéressante il y a quelques semaines. Voilà, donc c'est possible de trader les options, mais je recommande, voilà, en dessous de 10 000 €, non. Au-dessus de 10 Ok. 000 €, ça devient intéressant. Ouais. Ok. Donc, voilà, donc pour rappeler, juste avant de passer aux exemples concrets, la vente de cash et cure put, c'est le fait d'utiliser notre cash disponible plutôt que de les laisser dormir. Mais il faut avoir assez pour acheter 100 actions. Comme on l'a dit, c'est important de le rappeler. Donc, vous allez vendre un put et vous allez recevoir une prime immédiatement créditée sur votre compte pour cette vente de put. Et une chose importante à savoir, c'est que peu importe l'issue du put ou l'issue de la vente d'options, les primes que vous recevez, elles sont immédiatement créditées sur votre compte et c'est à vous, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez les retirer si vous voulez. Donc, vous ne devez pas rendre la prime ou quoi que ce soit. Une fois qu'on touche une prime, c'est à nous, on en fait ce qu'on en veut. On en fait ce qu'on veut, pardon. Okay. Et de l'autre côté, la vente de covered call, bien, on va utiliser les actions qu'on a déjà en portefeuille, plutôt qu'encore une fois les laisser dormir. Mais encore une fois, il faut avoir un lot de 100 actions. Si on a par exemple que 70 actions Google, on ne peut pas vendre un call dessus. Donc on va vendre un call si on a minimum un lot de 100 actions. Et pour ça, on va recevoir encore une fois une prime immédiatement créditée sur le compte. Ok. Le mieux, c'est de montrer un exemple concret. Je parle beaucoup de PayPal, hein. J'aime bien PayPal, tu l'auras remarqué. Hein. PayPal, au moment où j'ai fait cette copie d'écran, donc c'était hier, je pense, valait 62 $ et 27 centimes au marché. J'ai analysé PayPal, l'action m'intéresse, mais je me dis, en ce moment, avec Trump, les tarifs et tout, ça peut peut-être chuter, ça peut peut-être descendre en dessous de 60, 58, 57, donc j'ai pas envie d'acheter des actions aujourd'hui au marché. Pourtant, elle m'intéresse, je la trouve sous-évaluée, mais je ne suis pas prêt à acheter tout de suite au marché. L'investisseur classique, qu'est-ce qu'il fait? Il patiente que PayPal baisse. Il se tourne les pouces en attendant que PayPal arrive à son prix d'entrée intéressant, 58, 55, peu importe. L'investisseur avec une stratégie d'option, lui, il ne perd pas de temps. PayPal est à 62, il va vendre un cash secure put à un prix inférieur au prix donc, auquel lui est OK d'acheter l'action PayPal, par exemple à 55 $. Donc une fois qu'il a défini le prix d'entrée idéal, ce qu'on appelle le prix d'exercice en option, il va choisir une date d'expiration, la date à laquelle va expirer son contrat d'option. En général, je recommande de vendre des options à 30-40 jours parce que c'est là que la valeur temps du contrat est la plus forte et perd de plus en plus de sa valeur. Donc, voilà, je rentre un petit peu dans les détails, mais retenez qu'en général, ça va être intéressant de vendre des options à 30-40 jours. Donc, je vais vendre ce put sur PayPal à 55 $ de prix d'exercice pour dans un mois, ma date d'expiration, et je vais recevoir une prime qui sera immédiatement créditée sur mon compte. Donc, je vais être payé pour patienter que PayPal baisse. Donc, toi, Axel, qui ne traite pas les options, tu n'as rien à faire, tu ne fais rien, tu attends que PayPal baisse, tu ne touches aucune prime. Moi, j'ai vendu un put à 55 $, je suis payé pour ça, et le pire qui puisse arriver, c'est que PayPal chute et que je doive acheter les actions à 55 $. Le prix auquel, de toute façon, je voulais les acheter. Okay. Donc, partons du principe que je vende ce cash secure put sur PayPal au prix d'exercice de 55 $ pour dans un mois. Et scénario A, PayPal expire OTM. OTM, c'est en anglais out of the money, donc hors de la monnaie, c'est-à-dire au-dessus du prix que j'avais choisi de 55 $. Par exemple, 60. J'ai regardé, donc là, les chiffres que je te donne, c'est les chiffres, les vrais chiffres lorsque je préparais ce PowerPoint. Hein. La vente de cash secure put sur PayPal à 55 $ à un mois rapporte 153 $ de prime. Donc ça, c'est l'argent que j'ai empoché au moment de la vente de ce cash secure put.
Donc, scénario A, PayPal clôture à expiration dans un mois au-dessus de 55 $, par exemple 60. J'ai empoché quoi qu'il arrive les 153 $. Ça expire à 60 $, donc au-dessus de mon prix d'exercice. Eh bien, l'option expire hors de la monnaie, c'est-à-dire que le contrat est clôturé, on n'en parle plus, et j'ai empoché mes 153 $ de prime. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que PayPal chute. Ça, c'est le scénario B. À expiration, encore une fois, la prime, quoi qu'il arrive, hein, c'est important de le comprendre, quoi qu'il arrive, on empoche la prime lors de la vente du put ou du call. C'est l'argent crédité immédiatement sur le compte. Imaginons que le scénario B, PayPal à expiration chute à 53 $. Mince, c'est en dessous du prix que j'avais choisi de 55 $. Eh bien, dans ce cas-là, l'option expire ce qu'on appelle ITM, in the money, donc dans la monnaie, et je vais être exercé. C'est-à-dire que je vais devoir acheter 100 actions PayPal à mon prix d'exercice, c'est-à-dire 55 $. Donc j'achète 100 actions PayPal à 55 $. Donc là, tu vois déjà que pour cette vente de cash secure put, il me faut 5 500 $ au total. Donc celui qui commence à les options avec 10 000 $, il a déjà la moitié de son capital sur un contrat ici. Donc ça, c'est le scénario B. Donc tu vois que ici, le pire qui puisse arriver, c'est d'acheter PayPal à 55 $, le prix que j'avais de toute façon choisi. Et encore une fois, j'ai empoché les 153 $ de prime, c'est à moi, j'en fais ce que je veux. Donc maintenant, on est l'heureux détenteur de 100 actions PayPal en portefeuille. On a passé l'étape du cash secure put. On va faire ce qu'on appelle un covered call, un call couvert par les 100 actions que je détiens maintenant en portefeuille. Donc là, encore une fois, lorsqu'on vend un contrat, ce qu'il faut faire en premier, c'est choisir un prix d'exercice et puis une date d'expiration. J'ai été exercé à 55 $, je possède 55 fois donc 100 actions en portefeuille. Je vais vendre un covered call, évidemment à un prix au-dessus de mon prix de revient unitaire. Je ne vais pas vendre un covered call à 53 $, c'est complètement stupide. Donc, je vais vendre à un prix plus élevé que le prix auquel j'ai dû acheter les actions. Par exemple, 60 $, à quelle date? Eh bien, dans un mois. Scénario A, PayPal expire OTM, donc hors de la monnaie, à 58. C'est en dessous du prix que j'avais désigné de 60 $. J'ai regardé au moment où j'ai préparé ce PowerPoint, la prime empochée pour cette vente était de 125 $. Donc toi, j'ai déjà récupéré 155 plus 125. Donc je suis déjà à plus 280 $ de prime touchée pour trader un contrat d'option sur PayPal. Prix de PayPal à expiration, 58 $. Donc c'est en dessous du prix d'exercice que j'avais défini de 60 $. Eh bien, ça expire hors de la monnaie. J'ai empoché mes 125 $ de prime. On n'en parle plus. Je conserve mes 100 actions PayPal. Et je suis prêt à revendre un nouveau covered call la semaine suivante. Maintenant, le pire qui puisse arriver, entre guillemets, c'est le scénario B. C'est le scénario où PayPal commence à grimper et passe au-dessus de 60 $. Par exemple, à expiration, PayPal clôture à 64 $. Donc 64 $, c'est au-dessus du prix d'exercice que j'ai défini de 60 $. L'option expire ITM dans la monnaie. Eh bien, ce que je dois faire, c'est que je vais devoir revendre mes 100 actions PayPal à 60 $. Ça, c'est le pire qui puisse arriver. Encore une fois, je rappelle, j'ai empoché les 125 $ de prime pour cette vente de covered call. Donc ici, je revends mes 100 actions PayPal. Donc je reviens avec du cash sur mon compte. Je n'ai plus d'actions en portefeuille. Et j'ai empoché 155 $ de prime pour la vente du cash secure put, 125 $ de prime pour la vente du covered call et 500 $ de plus-value parce que j'ai acheté les actions PayPal à 55, mais je les ai revendues à 60. Et lorsqu'on a complété une vente de cash secure put, une vente de covered call et qu'on revient en cash, eh ben, on a complété cette petite roue. Et c'est ça qui donne le nom à la stratégie que je te présente ici. C'est la wheel strategy, la stratégie de la roue. La première étape, c'est de vendre en cash secure put. Si on a assigné, on achète les actions, on vend en covered call dessus. Si on est assigné, on revend nos actions et on revient en cash. On complète un tour de la roue de cette wheel stratégie. Maintenant, je vais te montrer un exemple concret. Donc ça, c'est vraiment une option que j'ai en portefeuille. Je pourrais te la montrer après quand j'irai sur mon compte. La première étape avec ma stratégie, c'est encore une fois d'analyser des actions. J'ai trouvé que Google était sous-évalué, surtout avec la chute récente. Et j'avais vendu un put à 155 $ pour dans un mois. Et ce qu'il s'est passé, c'est que à expiration, Google a chuté en dessous de mon prix d'exercice.
Pour cette vente de Cash Secure Put, j'ai empoché 155 $ de prime. Donc 155, ça m'a fait environ pile poil 1% de rendement sur un mois. Le prix de Google à expiration, 154 $. Aïe, 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 en dessous de mon prix d'exercice. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû acheter 100 actions Google à 155 $. J'étais assigné sur mon option. Donc, je me retrouve maintenant avec 100 actions Google en portefeuille. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc, ça fait 155 x 100, 15 500 $. Maintenant, il faut comprendre aussi le petit risque qu'on prend via cette vente de Cash Secure Put. C'est que, regarde, j'ai dû acheter 100 actions Google à 155 $. Sauf que ça a chuté, ça ne vaut que 154 au marché. Donc, je les ai achetés plus cher que le marché. Ça, c'est le risque qu'on prend lorsqu'on vend un Cash Secure Put. Encore une fois, ça ne me dérange pas parce que dans ces niveaux de prix-là, j'adore Google. Je pense que c'est sous-évalué, très bons fondamentaux. Donc, je suis plutôt content d'avoir eu la possibilité d'acheter à 155 $. Parce que là, on rappelle que c'est que l'entreprise que toi, tu aimerais avoir en portefeuille. Et donc, tu prends quand même ce risque que l'entreprise, elle continue de chuter, elle continue de chuter, elle continue de chuter. Et là, plus ça chute et plus l'écart se creuse. Mais bon, ça, c'est si c'est des actions qui sont pas solides, etc. Donc, toi, tu fais une vraie analyse avant qualitative sur l'entreprise pour t'assurer de ce que tu veux avoir en portefeuille au cas où tu te fais assigner. Ça, c'est bien de rappeler. Tout à fait, parce que là, tu vois, j'ai été assigné à 155 $ alors que Google valait 154 à expiration, mais imagine, Google aurait pu chuter à 120. Donc imagine si Google chute à 120, je suis obligé d'acheter à 155, c'est énorme, ça me donne une énorme moins-value en portefeuille. Mais à ce moment-là, tu n'es pas obligé de les vendre. En gros, toi, tu les as achetés à 155, tu vois cette moins-value latente, donc tu peux tout à fait continuer à faire du covered call à ce moment-là, jusqu'à ce que ça dépasse à ce moment-là, et puis de toute façon, tu les as en portefeuille. Donc si tu as aussi une stratégie à dividendes, ça peut aussi être le moyen de coupler tes deux stratégies aussi ensemble pour continuer à gagner des dividendes en même temps. C'est ça. Et puis si Google chute à 120 $ dans les prochaines semaines, c'est que à la base, soit il s'est passé quelque chose d'énorme sur les marchés, soit à la base, j'ai mal analysé l'action. Aujourd'hui, avec son P/E ratio, etc., Google, je pense qu'on est sur des prix très intéressants. Donc voilà. Et c'est justement ça le risque de ne pas faire d'analyse au préalable, c'est d'aller vendre un put sur... par exemple, je suis sur des groupes Reddit de trading d'options, et il y a des gens qui te vendent des puts, par exemple, Palantir, je ne sais pas si tu suis un petit peu l'action, Palantir avait explosé et passé de 10 $ sur l'espace d'un an et demi, de 10 $ à 120 $ il y a encore quelques semaines. Et il y en a qui ont commencé à vendre des puts au moment où Palantir atteint les 120 $ à 110 $. Sauf que Palantir, maintenant, je crois que c'est redescendu vers les 70 ou 80. Donc en fait, ils se retrouvent avec des actions en portefeuille à 110 à cause de leur vente de Cash Secure Put, et ils sont ramassés une moins-value de moins 40% comme ça instantanément. Donc tout ce qui est trop spéculatif, trop volatile, ou ce qui a grimpé trop vite, trop fortement, il faut laisser de côté. Il faut vraiment faire une analyse fondamentale comme vous le feriez. Voilà. Encore une fois, ma stratégie, c'est couplé avec une vision long terme. Hein. C'est vraiment un investisseur long terme qui veut ajouter des primes supplémentaires, ajouter de la performance à son portefeuille. Donc, il faut quand même faire cette analyse. Sont définis par la volatilité du titre. Est-ce que, par exemple, Google, du coup, tu auras, là pour l'équivalent, ce serait donc 155 $ de prime, et pour Palantir, qui est très volatile, on aurait eu une prime plus élevée, c'est ça? Tout à fait. Il y a plein de choses qui vont impacter le montant des primes, le prix de l'option. Il y a déjà la date avant échéance, donc la date d'expiration. Plus c'est loin, plus le prix va être élevé. Le prix d'exercice choisi, plus le prix va se rapprocher du cours actuel de l'action, du sous-jacent, plus le prix de l'option, la prime va être élevée. La volatilité des marchés, le VIX, il faut toujours garder un œil dessus, ça impacte directement le prix des options. Parce que là, j'ai empoché, je vais te montrer le covered call que j'ai vendu juste après. J'ai reçu une grosse prime parce que c'était il y a quelques semaines, au moment des tarifs de Trump, donc la volatilité a explosé. On s'est retrouvé avec une volatilité qui a atteint, je pense, presque les 60. La dernière fois que c'était aussi élevé, c'était au mois de mars, au début de la crise sanitaire, mars 2020. Et avant ça, c'était durant la crise des subprimes 2007-2008. Donc, tu vois, il y a quelques semaines, on était vraiment sur une volatilité énorme. Et c'est tant mieux d'un côté pour les vendeurs d'options parce que ça augmente le montant des primes, le prix des options. Ok, très clair. Donc, comme j'ai analysé Google
que j'ai vendu un put, que j'étais assigné et que je suis très content d'avoir 100 actions Google à 155 $ en portefeuille. Maintenant, je ne veux pas que ces actions dorment. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu un covered call dessus. Je les ai achetés à 150. Je peux choisir un prix d'exercice. Ici, en l'occurrence, j'ai choisi 160 pour dans un mois. Donc, le lundi suivant l'assignation, ça, je le montrerai dans la chaîne d'options, mais les contrats d'options sur les actions et les ETF où il y a beaucoup de volume expirent chaque vendredi du mois. Et celles où il y a moins de volume expirent une fois par mois, le 3e vendredi du mois. Donc ici, j'ai vendu un covered call sur Google à 160 pour dans un mois. Et pour ça, j'ai empoché une prime de 555 $. Donc ça fait quoi? Ça fait un tiers de SMIC avec une vente de call sur Google. C'est quand même énorme. En temps normal, c'est pas aussi élevé. Ici, c'est vraiment parce que le VIX, la volatilité des marchés a vraiment augmenté ces dernières semaines, ce qui a fait que ça a boosté un petit peu le montant des primes. Donc maintenant que j'ai vendu ce covered call, ça expire dans un mois. Je pense que ça va expirer le vendredi 2 mai, donc dans 3 semaines. Il peut se passer 2 choses pour mes actions Google. Soit scénario A, Google expire OTM, c'est-à-dire en dessous du prix que j'ai choisi de 160, par exemple 157. Si ça arrive, eh bien, je conserve mes actions, le contrat est clôturé, on n'en parle plus et je peux directement vendre le lundi suivant un nouveau covered call pour empocher à nouveau une prime. Ou bien, ça sera le scénario B, Google expire ITM, donc dans la monnaie, au-dessus de mon prix d'exercice de 60 $, par exemple 162. Dans ce cas-là, je devrais revendre mes 100 actions Google à 160 $ et j'empoche de la plus-value au passage, vu que je les ai achetées à 155 et que je les revends à 160. Donc maintenant, patience, on verra, je te dirai le 2 mai ce qui est arrivé à mes actions Google. Je vais voir si j'ai préparé quelque chose d'autre, sinon je peux te montrer directement cette ligne dans mon portefeuille. Et non, c'est la fin. Donc si, je ne sais pas si c'est partagé, ouais. Ce qu'on peut faire, c'est je vais devoir me reconnecter. C'est bien, comme ça les gens voient que on est sur le compte live, hein. C'est pas du trading papier. C'est mon vrai compte Interactive Broker. Je vais devoir j'ai la petite notification. Je vais me connecter. Et tu vas pouvoir voir ma ligne Google 100 actions à 155 $ et juste en dessous, vente de covered call à 160. Voilà. Ouais, c'est bon, là on voit ton écran. Ça charge. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc on est ici sur mon compte Interactive Broker. J'ai 2 comptes. J'ai un petit compte que j'ai commencé il y a quelques mois avec 10 000 $ dessus, sur lequel je vais être plus agressif. Je vais vendre des puts un peu plus spéculatifs. Donc ça, c'est moi qui prends plus de risques, hein. Je ne le recommande pas. Et pour le moment, ça marche plutôt bien. Regarde, j'ai une performance depuis le début de l'année. Year to date, voilà, parce que je l'ai ouvert le 6 janvier. J'ai une performance de plus 5,73% comparé au SP500 qui, lui, aujourd'hui, est à moins 11,22%. Donc c'est plutôt pas mal, je suis content. On va pas trop s'attarder sur ce petit portefeuille plus spéculatif. Mon compte principal, c'est celui-ci. Je suis dans le vert depuis le début de l'année. Je suis dans le vert, je suis à plus 0,44%. Alors ça peut paraître un petit peu ridicule comme performance, mais il faut toujours comparer au marché. Regarde, je surperforme pour le moment de plus de 10% le SP500. Si je prends le graphique sur un an. Ouais, moi c'est pareil. Du coup, mon portefeuille, comme il suit, on va dire, plus le marché, je suis en négatif, là, je suis à moins 6%, un truc comme ça. Donc en fait, tu as battu ton marché de référence, entre guillemets. C'est ça, ouais. Et sur un an, je suis à plus 28,65, alors que sur un an, le SP500 est à plus 4,7. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, maintenant, ça ne sert strictement à rien de regarder la performance sur 6 mois ou un an ou depuis le début de l'année. Hein. Ce qui est intéressant, c'est sur le long terme. Mais en plus, si tu as du SP500 en portefeuille, qui n'est pas hedgé, en plus, comme le dollar-euro a pas mal chuté ces derniers mois, si vous êtes français, par exemple sur un PEA, il est possible que vous ayez une performance encore plus mauvaise que ça sur vos ETF américains. Donc, ouais, ça à prendre en compte aussi. Moi, comme je vis hors Europe, je n'ai presque pas d'euros, donc tout est en dollars. Donc, je ne suis pas impacté par... Voilà, je m'en fiche je ne regarde pas le taux euro-dollar. Si on va voir les positions que j'ai en portefeuille, eh bien,
Voilà, j'ai par exemple des puts sur Abercrombie, sur Crocs. Ça, c'est un nouveau put que j'ai vendu il y a quelques semaines. Enphase. Et ici, comme tu peux le voir, j'ai mes 100 actions Google. C'est celles que j'avais achetées suite à mon assignation sur mon put. Et donc, comme je te l'ai dit, plutôt que de les laisser dormir en portefeuille, eh bien, regarde ici la ligne. Je descends un petit peu. J'ai vendu un call, voilà, avec date d'expiration le 2 mai à $160. Ouais, ma question c'était, est-ce que tu pourrais expliquer un peu une ligne d'options là? Donc par exemple Google, donc tu as tes options Mhm. en portefeuille et on voit cette ligne-là, Google, Mars, etc. Donc tu as une date. Est-ce que tu peux expliquer un peu juste sur la lecture de la ligne horizontale en fait, Il faut que je regarde un petit peu ici. avec les colonnes? Euh, voilà. Donc, cette ligne-ci, le call, ça, c'est le call que j'ai vendu. J'ai vendu un call. Ça, c'est on va dire le ticker de l'option. Donc, on a d'abord le ticker de l'action. Donc, c'est un call sur Google à date d'expiration le 2 mai 2025 au prix d'exercice de $160. Donc, on est bien sur un call. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il est mis -1? Eh bien, parce que c'est une vente d'option. Une vente d'option va être libellée en négatif sur le portefeuille et un achat d'option va être positif, plus. Ok. Et donc Donc, toi, comme tu fais -1, que des ventes, ce sera forcément des -1 à chaque fois sur toutes tes lignes. c'est ça. Ou sur Enphase, ici, -4, parce que j'ai 4 puts en cours. ANF, Abercrombie, -2. Voilà. Ok. Ah, tu as 4 puts en cours, c'est-à-dire que tu fais 4 fois des contrats à 100. Donc tu as 400 actions Euh, entre guillemets en jeu. C'est ça, oui. C'est ça. Ok. Sur certains titres, voilà. C'est aussi dans ma stratégie de roulement, etc. Parfois, je me surexpose un petit peu plus. Bon, ça peut Ok. paraître beaucoup, mais bon, j'ai un portefeuille, voilà, j'ai d'un peu plus de $200 000. Mhm. Donc voilà. Donc, -1. Ensuite, dans la colonne dernier, c'est le dernier prix auquel a tradé cette option. Donc il y a un petit C derrière. Le C, en fait, sur Interactive Broker, c'est leur façon de montrer le dernier prix auquel a tradé cette option. Tu vois un C parce qu'il est 15h30 ici à Bangkok. Il est de 10h30 en France. Les marchés US ne sont pas ouverts. Donc c'est pour ça, ça m'indique le dernier prix hier à la fermeture de la bourse US. D'accord. Mhm. Ouais, ce C, c'est C'est pour pour ça close aussi, price, c'est-à-dire le prix c'est ça, clôturé le dernier la prix dernière. de clôture. Ouais. C'est pour ça que dans Ok. variation, ben, il n'y a rien parce que les marchés ne sont pas ouverts. Sinon, on verra la variation du jour. Ok. Le coût d'acquisition, ici, la colonne ici, coût d'acquisition, c'est le prix auquel l'option a été vendue. Donc, en fait, c'est la prime que j'ai reçue. Comme je l'ai dit dans le PowerPoint, j'ai reçu $555, mais j'avais eu 83 centimes de frais, parce que les frais sont vraiment très très faibles sur les options sur Interactive Broker. Ce n'est pas une pub. Et du coup, voilà, ça impacte la prime reçue. Donc, j'ai reçu 555 moins 83 centimes de frais, donc net $554,17. Ça, c'est la prime que j'ai reçue pour cette vente de call sur Google. Ensuite, on a la colonne valeur boursière. 415, ça veut dire que ce call aujourd'hui, il vaut $415. Donc, tu vois, on peut voir que c'est complètement décorrélé par rapport au prix ici. Il faut attendre que les marchés soient ouverts. Donc, en fait, j'ai vendu à 554,17. Je pourrais racheter ce call pour $415. C'est-à-dire qu'en Qu'est-ce gros, qui tu fait peux, t'es pas obligé varier? d'attendre la fin de ton option. Tu es obligé d'attendre l'expiration de ton option. Tu peux te On dire, peut, je sors. c'est ça. On Ok. peut racheter à l'avant. On peut racheter notre call, notre put. On n'est pas obligé, comme tu le dis, d'attendre l'expiration. On peut sortir avant. Ok. Qu'est-ce qui impacte la valeur boursière du call, de mon call? Ben, tout simplement, directement le sous-jacent. Google fluctue sans arrêt. Donc, plus ça va fluctuer, se rapprocher de 160 ou s'éloigner de 160. En l'occurrence, plus ça va se rapprocher de 160, mon prix d'exercice, plus la valeur boursière va augmenter. Et plus ça va s'éloigner de mon prix d'exercice de 160, plus ça va être réduit. Donc, en fait, la logique derrière, c'est que si maintenant, Google, je pense, est à combien? 155. Voilà. Si Google, demain, chute à 130, bah, quel est le pourcentage de chance que ça remonte à 160 d'ici au 2 mai 2025 et que je sois signé? Les chances que ça arrive, si Google chute à 130 et que ça remonte à 160, bah, c'est très faible. Donc c'est pour ça que ça va réduire la valeur boursière du call. Donc si maintenant ça arrive et que la valeur boursière n'est plus que de peut-être $10, $20, j'ai aucun intérêt à attendre le 2 mai. Je peux racheter mon call avant pour 10, 15, $20. Donc ça, voilà, ça va dépendre. Donc il y a ça qui impacte la valeur boursière de ce contrat. Il y a également le VIX, la volatilité, ça impacte fortement aussi.
Voilà, il y a plusieurs éléments qui font que le prix de l'option, tout comme le prix d'une action, fluctue sans arrêt. Ok. Prix moyen, c'est le prix moyen de mon option, donc 5,54. Hein. Pourquoi 5,54? Parce qu'on indique toujours le prix unitaire. Donc une option, 5,54, mais j'ai reçu 554. Pourquoi? Parce que, encore une fois, un contrat d'option égale 100 actions. Ok, c'est Et ramené c'est à intéressant l'action. d'avoir, c'est ça, c'est ramené à l'action. Et c'est intéressant de voir le prix moyen parce que ici, par exemple, sur Enphase, comme j'ai 4 contrats, bah, ici, il est mis moins 3500 et quelques. Bah, je sais que mon prix moyen, c'est 8,83. Ok. Donc voilà. Puis après, on a la plus-value journalière de mes contrats d'option et la plus-value profit and loss non réalisée. Et ça, encore une fois, parfois, tu vois, j'ai des contrats qui sont dans le vert, j'ai des contrats qui sont dans le rouge. Ça fluctue non-stop jusqu'à expiration en fonction de ce que fait le sous-jacent, en fonction de la volatilité des marchés. Voilà. Cette plus-value, justement, qui est tout à droite, est-ce que, du coup, elle prend compte de combien tu as dépensé, enfin, combien tu as. En vrai, du coup, c'est quoi? Ce calcul, il est basé sur quel prix, moins quel prix pour calculer cette plus-value latente? Tu vois ce que je veux C'est ce dire? profit and loss. Ben, si on prend mon call, moi, j'ai obtenu 554 $ de prime. Ouais. Donc ça Mais encore s'ajoute une à fois, ta plus-value. quand on vend une option, ça va impacter négativement le portefeuille jusqu'à ce que le temps fasse son travail et grignote tout le montant de la prime jusqu'à Ah, expiration. d'accord. Ok. Donc Avec c'est le pour ça temps, que en fait, ça, ça va monter au fur et à mesure. c'est ça. Donc si maintenant, imagine que Google reste à 155 $, et ben chaque jour qui passe, c'est un des grecs. Il y a cette notion de grec dans les options. Il y a le grec θ qui va venir grignoter cette valeur, le prix de cette option, tous les jours jusqu'à expiration pour arriver à zéro à expiration. Donc imaginons que Google ne bouge pas, il reste à 155 $. Et ben peut-être que ce call ne vaudra plus que, donc là il vaut 415, peut-être qu'il ne vaudra plus que 405 demain. Vendredi c'est férié, samedi, dimanche, lundi, peut-être que lundi à l'ouverture il ne vaudra plus que 380. Puis 365 le lendemain, etc. Et ça va éroder comme ça le prix de l'option jusqu'à arriver à zéro expiration. Ok. Donc, ce que tu vois, les 207, c'est la différence entre le coût d'acquisition et la valeur boursière d'aujourd'hui de ce contrat. Donc, comme entre-temps, Google voilà, stagne, est toujours en dessous de mon prix d'exercice, il y a le temps qui a déjà fait son travail parce que je l'ai vendu il y a une dizaine de jours, je pense, peut-être 10 jours. Bah, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai eu un coût d'acquisition ici à 554, mais ça ne vaut plus que 415. Alors, évidemment, comme les marchés sont fermés, il est mis plus 207. Ce n'est pas du tout la différence entre les deux ici. Hein. C'est juste que, voilà, comme les marchés sont fermés, il faut attendre l'ouverture de marché pour avoir des chiffres qui correspondent. Du coup, Et à voilà, c'est l'ouverture ça des marchés, ce serait cette différence entre ces deux chiffres. C'est ça. Et ça D'accord. fluctue non-stop, en fait. Donc, si maintenant Google remonte fortement à 162, par exemple, je serai dans la monnaie et ça sera ici probablement négatif. Encore une fois, D'accord. je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vaut l'option à expiration. Et Ouais. C'est idéalement, au ça vaut moment où ton zéro. contrat expire, effectivement, que C'est c'est ça. là où on fait les comptes, entre guillemets. C'est ça, ouais. Donc, c'est Ok. pour ça que entre aujourd'hui et l'expiration, eh ben, on va avoir un profit and loss non réalisé qui va sans cesse bouger en fonction de la volatilité, en fonction du sous-jacent, en fonction d'autres paramètres. Et en fait, ce profit and loss impacte aussi la performance du portefeuille. Donc parfois, tu peux avoir une option qui reste hors de la monnaie, donc tu n'as aucun risque d'assignation, mais ton portefeuille est en négatif parce qu'entre-temps, le sous-jacent ou la volatilité a bougé. Tu vois. Donc Ah, ok. voilà, faut pas s'inquiéter lorsqu'on voit une option et qu'on voit, parce qu'on va se dire, tiens, j'ai vendu une option, j'ai touché 200 $ de prime, pourtant mon compte est à moins 50 $. Oui, Ouais. parce que peut-être que la volatilité a augmenté, la valeur boursière de ton contrat est passée à 250, alors que tu as reçu 200 $ de prime, donc tu vas être à moins 50, c'est possible, ça arrive. Donc c'est pour ça que mon portefeuille peut fluctuer assez fortement. Il ne faut pas s'inquiéter. Ce qui compte, c'est la valeur de l'option à expiration. Idéalement zéro, si ça clôture hors de la monnaie. Donc voilà, là c'est vraiment un calcul un peu plus avancé, un peu plus complexe. Et là, admettons, on veut voir à quoi ressemble une option quand on veut acheter. Comment est-ce que toi tu fais? Genre si je te dis aujourd'hui, ok, une action qui t'intéresse, t'aimerais donc pas acheter, mais vendre ton option. Comment tu ferais sur l'interface d'Interactive Broker là avec un petit exemple un peu concret? Est-ce qu'il y a une action qui te plaît, que tu trouves intéressante, que tu trouves sous-évaluée en ce moment?
Comme ça, je peux te Bah, si montrer. on continue avec ton exemple, on peut dire Google, par exemple. On peut dire, voilà, Google, moi, D'accord. je trouve que c'est un bon prix. Donc, encore une fois, ce que je fais, c'est que j'analyse les actions, hein. Encore une fois, je ne traite pas les options sur n'importe quoi. Donc, Mmh. je me dis, tiens, Google est sous-évalué aujourd'hui à 155. Je ne veux pas acheter d'actions à 155 $. Je vais plutôt aller chercher un prix d'exercice en dessous, par exemple 140, 145. La première chose à faire, c'est l'analyse. Une fois que je sais que je veux trader les options sur Google, je vais chercher Google ici sur Interactive Broker. Et puis, je peux aller sur Actions et puis Options, ou directement cliquer ici sur Options ou Chaîne d'options. Et la chaîne d'options, en fait, c'est le tableau qui va me montrer toutes les dates d'expiration et tous les prix d'exercice possibles. Donc, comme Google est une action sur laquelle il y a énormément de volume, eh bien, on va avoir des dates d'expiration qui expirent chaque vendredi. Donc, aujourd'hui, quand on est le jeudi et que c'est le dernier jour de la semaine parce que demain, c'est vendredi, c'est férié, exceptionnellement, le 17 avril est un jour d'expiration. Mais après, on peut voir que c'est le vendredi 25 avril, puis le vendredi 2 mai, le vendredi 9 mai, le vendredi 16 mai, etc. Donc, tous les vendredis, sur Google, parce qu'il y a beaucoup de volume, on a des expirations. Ok. Donc, première chose à faire, c'est de choisir une date d'expiration. Quand est-ce que tu veux vendre ton option? Bah, on a dit à peu près un mois. On a dit que c'était à peu près C'est ça, ça, la norme. 30-40 jours, parce que c'est là que la valeur temps du contrat commence à s'éroder de plus en plus vite. Et c'est ce Ok. qu'on veut quand on vend des options. Donc, je pense que 36 jours, ça peut être intéressant. Par exemple, le 23 mai. Je clique sur le 23 mai. Et maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est il faut que je choisisse un prix d'exercice. Donc, à gauche, ici, on a les options d'achat. Donc, c'est les options call. Et à droite, on a les colonnes avec les options de vente, donc les options put. Moi, ce que je vais faire, c'est vendre un cash secure put. Donc, je vais regarder ici la colonne de droite, les options de vente. Je vais regarder ici les prix d'exercice. J'ai le prix des options. Alors, on peut penser que les spreads sont un petit peu élevés, mais encore une fois, c'est parce que les marchés ne sont pas ouverts, hein. On a les cours acheteurs et vendeurs et le dernier cours auquel cette option en particulier a été tradée. Donc, aujourd'hui, Google est à 155 $ au marché. Je pense que je suis prêt à l'acheter à 140. Voilà. Ok. Donc, je vais descendre un petit peu et je vais choisir 140. Voilà, ici, on est sur 140. Donc, je peux vendre cette option. Ça, c'est en rouge. Ou je peux acheter cette option. Et ça, c'est le dernier prix auquel a été tradé 3,55, cette option hier à la fermeture. Mhm. Donc, j'ai choisi la date d'expiration, le 23 mai. J'ai choisi le prix d'exercice, 140. Eh bien, je vais cliquer sur vendre et tu peux voir, c'est 3,40. Ok. Donc, ici, on a la fiche de l'ordre que je souhaite passer. Encore une fois, 3,40, c'est le prix unitaire. Un contrat d'option égale 100 actions, donc 3,40 fois 100. 340 $, c'est la prime que je vais recevoir si je décide de vendre ce put. Ok. C'est quand Donc même là, je pas vais mal, ça recevoir. donne un rendement. Ouais. Pardon? Je dis, c'est 340 $ qu'on reçoit. Et en échange, le risque qu'on prend, c'est si le prix passe en dessous de 140, alors on est obligé d'acheter 140, enfin, on est obligé d'acheter 100 actions à 140 unités. Donc ça ferait 14 000 $ à débourser si Exactement. on se fait. Ok. C'est tout à fait ça. Voilà. Le pire qui puisse arriver, c'est ça. Et vraiment, le pire qui puisse arriver, c'est que ça chute à 120 $ par exemple. Tu devras quand même les acheter à 140. Donc, Ok. c'est le risque que prend un vendeur d'options. C'est ça. Et si au pire, ça ne descend pas en dessous, on aura quand même empoché ces 3,40 fois 100, donc 340 $, sans avoir eu besoin d'acheter une action. Et on aura juste utilisé cette possibilité d'avoir à acheter, entre guillemets. Exactement. Et même si ça chute, imaginons, à 138 et que tu les achètes à 140, eh bien, tu peux calculer ce que moi j'appelle le prix de revient ajusté. En fait, tu dois les acheter à 140, mais tu as reçu 3,40 $. Donc en réalité, c'est comme si tu les avais achetés réellement à 136,6, tu vois. D'accord, Si ok. tu prends le prix de l'option reçue et que tu l'inclus dans le prix d'achat. Mhm. Donc si jamais je suis assigné là-dessus, moi j'aime bien calculer mon prix de revient unitaire, 140, et également mon prix de revient unitaire ajusté, qui prend en compte de la prime, 136,6. Ok, excellent. Donc une fois que tu as choisi la date d'expiration, le prix d'exercice, tu cliques sur vendre, tu as cette fiche ici qui s'affiche sur la droite. Tu vérifies bien que tu es sur un crédit, donc ça veut dire que tu vas être crédité, tu vas recevoir cette prime. Tu es bien sur une vente de un contrat. Si tu as beaucoup d'argent, tu peux mettre 10 contrats. On va rester sur un contrat. Tu vérifies que c'est bien ce que tu veux faire. Donc, c'est bien une vente au 23 mai 2025 à 140 $.
Si c'est bien ça, eh bien, tu cliques sur ordre. Tu as le cours vendeur, le cours acheteur. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie toujours de me mettre entre les deux. Tu vois, en l'occurrence, ici, il est indiqué que c'est 3,40, mais on peut voir qu'il y a quand même un spread de 0,2 entre les deux. Donc, je vais peut-être aller chercher un cours limite à 3,50, tu vois, me positionner entre les deux. Si je peux grappiller 10 $ de plus de prime, c'est toujours ça de prix. Et une Tu fois fais que c'est jamais un fait, ordre au marché? Je sais pas si ça fonctionne, les hauts marchés sur les non, primes de... parce que ce n'est pas optimal, parce que le prix de l'option peut tellement vite fluctuer en fonction du sous-jacent, de la volatilité, de plein de trucs, que je préfère toujours mettre un un cours ordre limité. limite. Ok. Donc, je vais toujours essayer de me positionner entre l'offre et la demande, entre le 360, 340, pardon. Donc 3,50. Si maintenant que je vois que ça ne passe pas tout de suite, je retourne sur l'ordre et je vais peut-être mettre 3,48, tu vois. Et je vais jouer comme ça avec les centimes jusqu'à ce que ça passe. Mais si tu le laisses en ordre au marché, j'ai toujours peur qu'Interactive Broker te le passe au plus mauvais prix et te fasse perdre. Alors, c'est pas énorme, hein, mais bon, un contrat d'option par-ci, un contrat d'option par-là. Sur l'année, tu peux peut-être perdre 200, 300 balles de prime parce que tu as passé tes ordres au marché plutôt que ordre limite. Donc, je recommande toujours de passer ces ordres en cours limité. Ouais, tu veux contrôler quand même ce qui se passe, quoi. C'est ça, j'aime bien contrôler le prix auquel je passe mes contrats je vends mes contrats d'option. Donc, une fois que c'est, on peut choisir la durée de validité, soit au jour ou soit bon jusqu'à révocation. Je suis content de tout ça, c'est bien l'option que je veux vendre. Je clique sur ordre de vente. Ouais, le lance pas, hein, si t'as pas envie d'acheter. Les marchés sont fermés, donc Ah oui, je pourrais le lancer. après. Ok. Voilà, donc, je vais accepter, voilà. Voilà, ici, les MIG, l'ordre n'est pas tout immédiatement exécutable parce que les marchés sont fermés. Voilà. Bon, on va juste cliquer là-dessus. Voilà, comme c'est indiqué ici, j'ai bien vendu un put sur Google pour le 23 mai 2025 à 140 $ de prix d'exercice. Donc, on est bien sur un put. Voilà, l'ordre n'est pas placé parce que voilà, les marchés sont fermés. On peut voir que l'ordre est en cours, donne. Et si je reviens ici et que je vais dans transaction, ordre de transaction, eh bien, on peut voir que j'ai en attente mon put. Et par exemple, imagine que le marché est ouvert, tu as mis un ordre limite et il ne passe pas tout de suite parce que le prix fluctue. Tu peux revenir dessus, modifier l'ordre et venir jouer ici avec ton prix limite et mettre par exemple 3,47 ou 3,46 et resoumettre l'ordre de modification et hop, voilà, tu as resoumis l'ordre. Et là, pour que ton ordre soit exécuté, il faut qu'en face, tu aies un acheteur de ton option qui veuille bien matcher avec toi, en fait. C'est ça le... C'est ça. Ok. Et en fait, pourquoi, parce que ça, je ne l'ai pas encore évoqué, mais pourquoi de l'autre côté, il y a un acheteur de put qui se dit, tiens, je vais payer Juan 340 $ pour lui acheter son put? Eh bien, parce que lui, peut-être qu'il a des actions Google en portefeuille et qu'il a peur que ça chute trop fortement. Donc, lui, il veut se protéger et s'assurer qu'il puisse te les vendre à 140 $, pardon, quoi qu'il arrive. Donc, il se dit, tiens, j'ai peur à cause de Trump. Il y a peut-être un risque que Google chute à 120 et je vais acheter le put de Juan. Comme ça, je suis sûr et certain que Juan me les achète à 140 si jamais ça chute à 130, 135, 125, 120 ou pire que ça. C'est un petit peu comme un assureur, en fait. Toi, tu as une voiture. Pourquoi est-ce que tu payes une assurance? Parce qu'en cas de casse, eh bien, ton assureur te rembourse le montant de ta voiture. Enfin, pas exactement, mais c'est pour imager cette vente de cash secure put. Et pour te protéger, tu acceptes de payer une prime d'assurance à l'assureur. Donc, en gros, moi, je suis l'assureur pour l'acheteur du put. Tu vois, moi, j'ai vendu... je vais annuler cet ordre-là parce que si après j'oublie et que ça passe... Je vais retourner sur le portefeuille. Si maintenant... j'ai vendu mon call ici à 160 $. Imagine que Trump dit qu'il annule les tarifs. Bam, le cours de Google explose à 180. En tant que vendeur de call, j'ai un manque à gagner parce que je vais devoir les revendre à 160 alors que ça vaut 180. Donc là, c'est bingo pour la personne qui est de l'autre côté, qui était bullish, tu vois, un petit peu comme le schéma que j'ai montré au tout début. Bingo pour l'acheteur du call qui, lui, était bullish et voulait, avec son contrat de call, contrôler les actions Google sans devoir détenir les actions. D'accord. Donc c'est ici le risque que tu prends quand tu vends un call, c'est d'avoir un manque à gagner, devoir revendre tes actions au prix d'exercice que tu as choisi alors que ça vaut peut-être plus à ce moment-là au marché.
Ok, bah merci Juan de tout ce que tu as présenté. Là, si certains veulent aller plus loin, justement comprendre les options plus en détail et être accompagnés sur ça, tu as fait une formation qui explique plus en C'est détail, ça, avec des schémas un peu plus précis. Parce que là, on a eu le temps de vraiment faire un gros volet sur les options en 1 heure. Mais évidemment, c'est pas comme ça qu'on démarre. Le mieux, en plus, que tu recommandes, c'est de tester avec un compte de démo. Il y a pas mal tout de à choses fait. déjà en plus à comprendre sur la théorie, sur la volatilité. Donc, si jamais des gens veulent aller plus loin et suivre, déjà, ils peuvent te suivre sur ta chaîne YouTube, premièrement. Ouais. Ils peuvent aussi, donc il y aura le premier lien en description si vous souhaitez découvrir la formation de Juan. Et aussi, il y aura un autre lien pour avoir un e-book. En fait, ça va être une sorte de petite synthèse un peu de ce qu'on a pu voir dans cette vidéo, si jamais vous voulez avoir un petit support et être autonome dessus. Et si vous voulez aller plus loin, donc avec justement Juan, je vais le laisser présenter sa formation pour ceux qui souhaitent. Comme tu l'as dit, j'ai lancé ce programme OLT il y a 1 an et demi maintenant. On est il y a plus de 120 investisseurs qui m'ont rejoint. Donc, je suis très, très content. Surtout très content par des retours très positifs que j'ai reçus. Et en fait, je me suis dit que les options sont tellement méconnues et j'en parle tellement sur la chaîne, j'avais tellement de questions en commentaire, de demandes pour les options, que je me suis dit, tiens, je vais créer un programme parce qu'il y a très peu au final d'informations sur les options en francophonie. Hein. On trouve pas mal de contenu en anglais, mais très très peu en français sur les options. Donc j'ai décidé de lancer ce programme que j'ai appelé le programme OLT, OLT options long terme, parce que encore une fois, pour moi, les options, c'est un outil qui va venir se coupler avec un investisseur, avec une stratégie d'investissement long terme. Voilà, donc je ne fais pas de la spéculation court terme ni rien, c'est vraiment appliquer des stratégies d'options à un portefeuille long terme. Donc j'ai lancé ce programme. Donc ici, on est sur la page de présentation du programme avec des exemples de primes que l'on peut recevoir. Voilà une petite présentation sur moi, donc mon parcours. Et j'ai également mis sur cette page de vente mes performances en options sur mon portefeuille en 2023 et 2024. Également une sorte de petit calculateur avec lequel on peut jouer pour voir combien est-ce qu'on peut aller chercher de primes par mois entrer dans les options. Donc, voilà. J'ai mis ça, c'est interactif. Vous pourrez aller voir par vous-même avec voilà, le montant de votre portefeuille. Donc, imaginons que quelqu'un veut se lancer et qu'il a 50 000 $. Donc, il peut indiquer ici 50 000 $. Ensuite, il peut choisir la performance estimée. Tu vois, moi, j'ai mis que ça va de 0 à 3% par mois. 0, c'est impossible. On peut aller chercher bien plus que 0 avec les options. Je l'ai capé à 3%, même si 3%, c'est énorme. Hein. On ne fait pas 3%. On peut le faire peut-être un mois, mais je ne suis pas là pour vendre du rêve. Vous ne ferez pas 3% tous les mois avec les options. Mais je l'ai mis par défaut sur 1,34. Pourquoi? Parce que c'est ma performance moyenne avec ma stratégie d'options. Environ 1,34, 1,4% par mois sur le capital que j'utilise. Donc, celui qui souhaite se lancer dans les options, qui a un capital de 50 000 $, en tradant avec ma stratégie, mes analyses pour s'assurer des bons fondamentaux, etc., peut aller chercher peut-être du 1,3% par mois, 1,4% par mois, c'est-à-dire environ 670 $ de prime, 670 € de prime par mois, ce qui fait un très très bon complément de revenu. Donc Okay. voilà, libre à vous de jouer avec votre capital et les rendements que vous aimeriez obtenir. Mais autour de 1,3, 1,4, c'est quelque chose de très réaliste puisque c'est ma propre performance depuis ces 2-3 dernières années. Ce que j'ai aussi ajouté, c'est pour vous montrer, vous êtes un investisseur, hein, vous connaissez la puissance des intérêts composés. Si vous ne touchez pas à vos primes, donc imaginons que vous êtes en phase capitalisante de votre portefeuille et que vous réinvestissez toutes les primes que vous percevez, eh bien, par exemple, si on reprend l'exemple des 50 000 avec 1,34% par mois, et que vous réinvestissez ces primes tous les mois, vous les laissez sur votre portefeuille, et bien après un an, votre portefeuille aura atteint 58 660, après 5 ans, 111 000, 10 ans, 246 000, après 20 ans, 1,2 million. Donc, moi, c'est ce que je fais d'ailleurs. Je suis encore assez jeune, donc je réinvestis toutes les primes d'options que je touche pour faire grossir la boule de neige, faire grossir mon capital. Si maintenant vous êtes plus âgé, à la pension, en phase plutôt de rente, eh bien, ça vous donne une estimation des prix mensuels que vous pourriez obtenir via cette stratégie. Ok. Et si on descend un petit peu, ouais. dis-moi. Non, vas-y, je laisse continuer. Je voulais juste montrer les performances, je les avais ajoutées. Hop. Ah oui, de ton Donc portefeuille. j'ai Ok. mis la preuve en image. Donc ça, c'est vraiment le snapshot qu'on reçoit sur Interactive Broker lorsqu'on regarde la performance. Hein.
Donc ma performance en 2023, j'ai fait plus 19,7%. Et ma performance en 2024, j'ai fait plus 18,39%. Alors je vais être honnête, en 2024, je pense que le SP500 a fait plus 23, donc je l'ai un petit peu sous-performé. Mais moi, ce qui m'intéresse avec les options, c'est vraiment viser le long terme et super-former le SP500 qui fait 9-10% sur du long terme. Donc, si j'arrive chaque année à faire plus que ça, je suis content. En l'occurrence, plus 19,7, plus 18,3, et encore, on l'a vu, depuis le début de l'année, je surperforme aussi le SP500. J'ai atteint mon objectif, donc je suis très très content. Donc voilà, comme ça, je montre les résultats en toute transparence Super, bah écoute, que c'est j'ai très clair. obtenus sur ce portefeuille. Bah écoute, si les gens ont des questions à poser juste sur le fonctionnement des options et tout ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre Je viendrai selon sur la Juan. vidéo. Ouais. Et puis voilà, Ouais, je puis viendrai sinon, faire un vous tour pouvez sur la suivre vidéo. aussi Juan sur sa chaîne YouTube. Et si vous souhaitez découvrir, en tout cas, au moins en savoir plus sur sa formation, vous avez le premier en description. Et si vous souhaitez avoir juste une ressource gratuite, donc son e-book, pareil, vous avez le lien en description. Merci Juan pour toute cette présentation qui était très complète. On a fait quasiment 1 heure de vidéo, donc c'est vraiment génial. J'espère que ça a pu apporter de la valeur aux gens qui voulaient découvrir, en tout J'espère. cas, peut-être savoir si peut-être ou non on teste ou pas les options. Mais comme tu l'as dit, il vaut mieux le tester avec un compte de Nemo pour vraiment prendre Tout à aucun fait. risque et commencer à s'y habituer, à s'y familiariser. Et ensuite, on voit dans un deuxième temps si on veut vraiment passer un petit peu plus de temps, parce qu'il faut pas oublier que c'est pas, on passe 2 minutes par mois. Là, il faut passer un petit peu plus de temps, parce que c'est une stratégie qui est un peu plus active quand même que l'investissement DCA sur l'ETF. Mais pour ceux qui sont un peu passionnés, qui veulent aller, qui ont un peu de temps aussi, ils peuvent tout à fait faire ça. Et merci beaucoup Juan pour ton intervention. Et puis Merci n'hésitez pas Axel à pour aller ton voir. invitation. Et on se dit à très bientôt. Merci, à bientôt. À très vite. Ciao, ciao. Ciao.